Bonjour à tous, je suis avec Philippe Guillonec et je suis ravi, je sais jamais si je le dis, prononce hyper bien ton nom, Philippe. Personne ne le prononce hyper bien. C'est comme le Donc c'est pas grave. Inventez le nom qui va avec. Et donc je suis avec Philippe et ça me fait hyper plaisir. On est à une semaine de la sortie du livre Acquisition Strategy Design qui nous réunit maintenant depuis un peu plus de 6 mois au moment où on a lancé ces webinaires pendant le premier confinement. On est dans le deuxième confinement. Le livre existe, je l'ai en main propre et il sera dans vos librairies le 13 novembre. Philippe a contribué au livre et ça fait plusieurs années qu'on réfléchit ensemble sur plein de différents sujets marketing. Je crois que j'ai rencontré Philippe au tout début d'1 minute 30 parce qu'il avait écrit l'un des premiers articles sur l'inbound marketing avant même que je lance 1 minute 30 justement. Donc je dis que je suis pionnier de l'inbound en tant qu'agence, mais Philippe faisait aussi partie des pionniers français parce qu'il a fait l'un des premiers articles sur le sujet. Je te laisse te présenter brièvement. Aujourd'hui, tu es directeur marketing chez Akio. Et puis, je vous passerai une petite vidéo et on engagera notre discussion et notre table ronde. Voilà, je suis directeur marketing chez Akio. Alors Akio, c'est un éditeur de logiciels qui sert les services clients, autrement dit les centres d'appel et les directions de la relation client. Nous, en fait, on s'adresse à des plateformes. Quand vous faites vos courses et qu'il y a un problème où vous achetez, je sais pas, un abonnement sur Canal+, vous appelez le service client. Et en face de vous, vous avez un conseiller de clientèle. Et ce conseiller de clientèle, pour bien vous renseigner, il faut qu'il ait un logiciel qui lui dise d'une part un petit peu qui vous êtes, si vous avez déjà un historique. Et puis également, quel que soit justement l'historique en fonction des canaux avec lesquels vous avez échangé dans le passé, que ce soit par email, par téléphone, par chat, etc. Il faut pouvoir remonter toutes les informations. Il faut mixer tout ça, en ressortir quelque chose d'intelligible pour le conseiller, pour qu'en quelques secondes, il puisse comprendre finalement comment il va être pertinent vis-à-vis de vous. Donc ça veut dire qu'on utilise beaucoup d'intelligence artificielle pour pouvoir faire ça et faire en sorte que les gens, in fine, soient performants et que le client soit satisfait et que le conseiller, lui, soit heureux de faire son métier, que ça lui donne du sens. Voilà, c'est ça notre mission. On fait ça depuis 20 ans. On existe donc en France et on travaille aussi en Europe. Et on est à peu près 80 personnes. Alors moi, mon rôle, c'est d'être directeur marketing, mais c'est aussi d'être directeur commercial adjoint. Et je dis ça on purpose parce que c'est vraiment à dessein, parce que toute ma carrière, ça a été de faire le lien entre la vente, la communication, le marketing, la relation client. J'ai commencé en 2000 par faire du marketing produit, puis ensuite j'ai fait de la vente, et puis ensuite je suis passé à nouveau au marketing, essentiellement dans les secteurs IT. Et à chaque fois, j'ai constaté que c'était absolument essentiel de pouvoir aligner tout ça, de pouvoir s'organiser du mieux possible pour que la valeur de l'offre soit le mieux présentée possible, parce que ça devient de plus en plus dur, tout simplement. On va en reparler justement. C'est un peu le sujet de la conversation d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Le sujet de la conversation, c'est vraiment l'alignement des organisations marketing, communication, vente autour des grands process et en particulier du process d'acquisition. Pour introduire cette discussion, je vous livre en avant-première une vidéo qu'on a préparée issue du livre et de la cartographie de l'acquisition qui se trouve dans ce livre pour présenter justement tous les métiers associés à l'acquisition. Et puis à l'issue de cette vidéo, on pourra discuter ensemble. On coupe les micros pendant ce temps-là parce que ça fait de l'écho. Donc à tout de suite après la vidéo. Elle dure autour de 2 minutes. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise, qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital.
dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. Troisième composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition, stratégie design, plan marketing nouvelle génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30 publishing. Bon, à ce qui paraît, le son était encore en double. Et pourtant, j'avais coupé mon micro, et toi aussi. Donc, je sais pas d'où ça vient. On va creuser le problème technique. Je vois qu'il y avait un sondage d'ailleurs dans la machine que je vais relancer. Sur est-ce que vous connaissez déjà l'acquisition strategy design. La semaine dernière vous le connaissiez, donc il y a des fortes chances que vous le connaissiez encore cette semaine, mais n'hésitez pas à voter. On attaque justement, vous l'avez vu, et c'est tout l'objet du livre aussi, c'est de creuser un peu comment tous ces différents métiers, toutes ces différentes spécialités, toutes ces différentes expertises s'intègrent dans le processus d'acquisition au service de faire progresser le client dans son parcours d'achat. Et quand on construit avec la méthode Acquisition Strategy Design les différentes étapes et actions du client, on met en regard les actions d'acquisition et on voit qu'on peut piocher parmi ces presque 100 spécialités différentes avec du digital, avec du marketing traditionnel, avec de l'inbound, avec de l'outbound, avec de la com, du marketing et des ventes pour faire progresser les choses. Et quand on fait ça, on se rend compte, et ça c'est le vrai sujet en termes d'organisation, c'est qu'on se retrouve dans des organisations silotées, organisées autour de leur métier et de leur expertise, qui parfois s'affrontent plus qu'elles ne s'entraident pour faire progresser le client dans le parcours d'achat. Et donc notre sujet, c'est comment on peut mieux aligner ces organisations, comment on peut les réorganiser, et puis pour commencer, pour toi, quelles sont les difficultés liées à l'organisation actuelle par métier? Bon, d'abord, on parle surtout de la partie opérationnelle. Dans la vente, à un moment ou à un autre, on fait intervenir toujours un peu de facturation, un petit peu de service support, un petit peu de différentes choses comme ça, un peu de RH, les IC, les systèmes d'information, etc. Mais ça, ce sont des services qui sont plutôt tournés vers l'entreprise. Donc, leur objectif est de faciliter le travail quelque part des collaborateurs de l'entreprise. Et donc, c'est, j'ai envie de dire, un autre sujet. On en reparlera probablement au moment de la question sur l'expérience client. Essentiellement, la difficulté de ce silotage de cette organisation, elle est sur les domaines opérationnels. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais il faut bien commencer par ça. Les clients aujourd'hui sont devenus plus exigeants. Il suffit de voir le nombre de sites web. Ça a été multiplié par je ne sais combien de centaines de milliers ces dernières années. Donc l'offre est beaucoup plus importante. Et comme l'offre est plus importante, forcément, les gens sont plus exigeants. Et cette exigence, du coup, elle se traduit de manière qualitative par le fait que les clients ou les prospects veulent une expérience absolument parfaite, un parcours d'achat sans couture, où tout se passe dans un monde parfaitement huilé, sans difficulté, sans problème, le meilleur produit, le meilleur prix, etc. Et malheureusement, le mode de fonctionnement des entreprises fait que, évidemment, c'est pas toujours possible. Typiquement parce que, étant donné que cette organisation fonctionnelle, donc en gros, vous avez le marketing, la com, ça a été très bien présenté dans la cinématique qui précédait.
eh bien, vous avez chacun un peu son territoire hein, et à sa vue sur la question. Donc, typiquement, vous envoyez un message marketing qui va porter sur un produit avec un prix, avec une certaine façon d'en parler. Et puis, sur le site web, ça va être éventuellement fait un peu différemment parce que c'est une autre personne qui s'en occupe. Et puis, lorsque le client appelle pour avoir des informations sur le produit, il y a encore une personne différente, avec une direction différente, qui envoie des messages encore différents, ne serait-ce que parce que chacun a sa vision du monde et aussi parce que chacun a des objectifs différents. Donc l'un va mettre en avant le produit, l'autre va mettre en avant le prix, le troisième va mettre en avant le fait que c'est plus facile à utiliser ou que la livraison est facile ou pas facile, etc. Et ça, pour les clients, c'est un sérieux problème parce que du coup, on a quelque chose qui est un peu brumeux, hein, confus. Le parcours est pas clair, il est pas net. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème que ça pose, c'est que comme ces organisations ont chacune leurs propres objectifs et leur propre mode de fonctionnement, comme en plus elles sont composées de personnes qui n'ont pas les mêmes parcours et même surtout les mêmes j'ai envie de dire les mêmes personnalités parce que on n'a pas forcément les mêmes qualités intrinsèques quand on est marketeur et quand on est commercial, quand on est dans la communication institutionnelle et quand on est dans le marketing opérationnel, quand on est au service client et quand on est vendeur B2B. Eh bien, comme on n'a pas les mêmes qualités, la discussion est pas toujours très facile. On sait bien que, par exemple, entre les marketeurs et les commerciaux, c'est pas toujours simple. Les uns sont devant leur ordinateur, ils bougent pas de leur bureau, ils sont très créatifs, ils imaginent plein de choses. Les autres sont au contact du client, ils sont sans arrêt au taf, ils sont ils sont sur le terrain. Et donc forcément, c'est pas le même discours, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas la même façon de voir les choses, et la discussion est pas toujours très simple. D'où beaucoup de littérature sur la question de l'alignement marketing-vente. Voilà. En résumé, on pourrait dire que c'est un problème qui est posé aujourd'hui énormément. Vraiment, on en discute beaucoup partout. Dès qu'on est marketeur, c'est un des sujets principaux parce que il y a cette évolution très très forte des attentes et des exigences des clients qui ne veulent plus voir ça. Et effectivement, t'en parlais beaucoup en B2B où c'est vrai que, et dans beaucoup d'organisations, parmi nos clients aussi, on voit souvent des querelles entre les équipes marketing et les équipes commerciales. Les équipes commerciales qui sont pas satisfaites par la qualité des leads transmises par le marketing et le marketing qui n'est pas satisfait du fait que les commerciaux ne traitent pas les leads. Donc, il y a souvent des conflits de cette nature. Ce qui était intéressant aussi, il y a quelques semaines avec Rémi Ledruyenec d'Héroïne, un autre breton, dont il est difficile de prononcer le nom, enfin en tout cas pour moi je suis pas sûr de le faire toujours très bien, qui disait aussi que les équipes commerciales dans les boutiques en retail étaient souvent pas assez formées, pas assez alignées avec toute la stratégie marketing et com. Et on a eu un échange, moi j'ai trouvé hyper passionnant sur l'idée que c'est aux commerciaux en boutique d'être les vrais community managers des magasins et qu'il faut arrêter d'avoir cette notion de community management, mais ça peut s'appliquer aussi aux commerciaux avec la notion de social selling, qui soit déconnecté du terrain et que le community management, donc le prolongement du marketing digital et du social media marketing, doit se faire au plus proche du terrain, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'on peut créer des ambassadeurs de marque du côté des commerciaux, mais aussi parce qu'on est proche du client, avec les clients. Ouais, alors déjà je vais sur la première partie de ta phrase, je vais prendre un exemple tiré d'Akio. Tu disais que les marketeurs et les commerciaux ne s'entendent pas toujours sur la façon de traiter les leads. La gestion des leads, c'est quand même un sujet, un enjeu majeur en marketing, de plus en plus. Alors, particulièrement en B2B, mais aussi en B2C. Et là, il n'y a pas très longtemps, alors je m'occupe dans le marketing du service lead gen notamment, avec une personne qui est en charge vraiment de ce service et qui s'en occupe à temps plein ou quasi à temps plein. Et puis ensuite, il y a une petite équipe qui gère la génération des leads, notamment de téléacteurs. Et évidemment, pourquoi ces personnes se lèvent le matin? Alors c'est un boulot difficile, passer des appels tous les jours comme ça. Pourquoi elles se lèvent le matin? Parce que ce qu'elles veulent, c'est identifier des projets. C'est ça qui fait le sel de leur existence, à la fois d'ailleurs un sel monétaire, parce qu'elles sont rémunérées sur les leads qu'elles trouvent,
mais également parce que quand vous avez passé 50 appels téléphoniques dans la demi-journée et que vous en avez un après avoir eu 49 non, ou 49 barrages, ou 49 je ne réponds pas, vous en avez un qui vous dit oui, ça m'intéresse, je veux bien un rendez-vous téléphonique. Yes, c'est super. C'est un boulot dur, hein. Ouais, c'est super dur. Donc quand ils ont le rendez-vous, c'est pas juste le rendez-vous, quoi. C'est les 49 appels avant et toutes les journées qui ont précédé. Et du coup, elles s'attendent à ce que derrière, ce soit bien traité. Sauf que maintenant, on change la casquette, on se met du point de vue du commercial. Le commercial, lui, il reçoit le lead. C'est arrivé hier chez Akio. Il reçoit le lead. Le lead est qualifié proprement, avec toutes les... Il y a des questions, il y a tout un formulaire, un questionnaire très précis, très complet, etc. Mais lui, ce qu'il voit, c'est... Il interprète ça. Et il se dit, est-ce que j'ai une chance ou pas de signer cette affaire? Et il est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que on génère trop de leads pour qu'elles soient tous traitées d'une façon parfaite. C'est un peu logique, si vous voulez. C'est-à-dire que si on générait exactement le nombre de leads qu'il fallait, ça veut dire qu'on serait pas bon. Il faudrait recruter des télélecteurs de plus parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver tous les leads. Il faudrait en trouver plus. Donc en fait, on trouve tous les leads qu'on peut. Et derrière, on a des commerciaux qui priorisent leurs actions en se disant, OK, je vais commencer par ceux qui me paraissent les plus importants, et puis en bas, je ferai ceux qui sont les moins importants. Et du coup, ceux qui sont les moins importants, mais qui ont demandé autant de travail pour le télélecteur, eh ben, ils vont pas les traiter forcément tout de suite. D'où le fait que, voilà, hier, typiquement, on a un lead qui est arrivé, le commercial l'a pas traité tout de suite, le rendez-vous s'est pas fait, et du coup, ça a été un petit peu compliqué parce que la télélectrice l'a appris, et n'était pas contente du tout. Elle, considère que c'est son bébé, quoi. Hein. Voilà. Et donc c'est ça l'opposition de style entre les deux. Il y en a un qui va viser vraiment un résultat qui est du chiffre d'affaires à la fin, et l'autre qui vise, il faut que le lead soit généré et qu'il soit traité. En outre, s'il n'est pas traité, il tombe dans une case abandonnée, et s'il est abandonné, il n'est pas considéré comme un lead qualifié par les ventes, donc c'est pas une prime. Donc ça a un impact également financier. Ensuite, pour revenir sur le deuxième partie de ta phrase où tu évoquais ta conversation sur du coup le fait que le commercial ou le vendeur en boutique se transforme en un community manager, c'est une conséquence un peu de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit qui prend la responsabilité marketing, qui prend la responsabilité commerciale. Est-ce qu'il ne faut pas, puisqu'on doit quelque part smoother tout ça, puisqu'on doit lisser tout ça, est-ce que les commerciaux doivent pas avoir des qualités marketing ou est-ce que les marketeurs doivent pas avoir des qualités commerciales? J'en suis convaincu personnellement. Cependant, ce que je pense, c'est que étant donné l'évolution, là pour le coup, justement, on peut rentrer dans l'expérience client des besoins du marché, le rôle du commercial est de plus en plus un rôle de totem. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en contact direct avec la personne et qui organise la conversation. Soit parce qu'il a les qualités lui-même pour pouvoir le faire, mais ce ne sera pas le cas de tous les commerciaux, parce que quand on est commercial, on a certains muscles, on ne peut pas les avoir tous. Soit parce qu'il arrive à facilement organiser la discussion avec les autres personnes de l'entreprise. Et en organisant cette conversation, il la rend possible, simplement, il l'organise. C'est lui qui est le pilote de la chose. On voit très très bien ça en B2B depuis des années maintenant. Les commerciaux ont de plus en plus un rôle d'organisation avec des consultants, avec des avant-ventes, avec des ingénieurs, avec la R&D qu'ils mettent en relation avec le prospect au moment d'une consultation, de façon à répondre le plus proprement possible. Mais c'est de plus en plus vrai aussi en B2C avec notamment les nouveaux outils qui permettent à un commercial en ligne, par exemple, de facilement, avec un annuaire, avec des outils de communication unifiés, de créer une chatroom avec ou une visioconférence avec des personnes qui font partie de l'entreprise, qui sont un peu des experts et qui vont pouvoir répondre à une question posée spécifiquement sur un sujet donné auquel le commercial en ligne, lui, ne sait pas directement répondre. D'ailleurs, à ce titre, Elisa pose la question, est-ce que c'est la fin des commerciaux? Non, je crois pas, non. Non. Il y aura peut-être un peu moins de commerciaux dans un premier temps parce que le web va avoir tendance à... les ventes sur le web vont avoir tendance à automatiser un certain nombre d'actions commerciales. Ça a été prédit par Gartner, ça s'avère pas tellement en fait dans les faits, dans les chiffres. Ce qui est plus probable, c'est que le rôle du commercial va fortement changer. Bon, mais ça, j'ai envie de dire,
Gabriel, c'est des questions là aussi. Il y a énormément de littérature sur le sujet. On est dans un prédictif un peu lointain. Si la question c'est est-ce que mon fils devrait commencer à faire des études commerciales, oui, je l'encourage à faire des études commerciales, hein, parce que ça fait quand même plusieurs années que Gartner dit que les commerciaux vont disparaître. Or, les deux métiers les plus recherchés encore aujourd'hui sur Pôle emploi, c'est commerciaux et informaticiens. Hein. Donc ça fait des années que ça devrait baisser, ça baisse pas du tout et les salaires restent très élevés. Hein. Ouais, mais puis, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai rencontré plein de jeunes hyper compétents en commerce qui voulaient pas faire du commerce parce qu'ils avaient une vision péjorative du métier, alors que c'est pas du tout le cas. Et j'invite et j'incite vos enfants ou vous-même à aller dans des carrières commerciales qui ont plein d'avenir, plein de demandes et qui restent totalement indispensables pour la survie des entreprises, quoi. Ouais, et puis dans le métier de la vente, il y a une notion de ludique, hein, de jeu, quoi. Hein. T'as une sanction à la fin, c'est oui ou non, c'est comme une compétition, quoi. Enfin, ce sont des compétitions. Donc tu gagnes ou tu perds, et c'est super intéressant de ce point de vue. En plus, tu peux gagner beaucoup d'argent, donc il y a plein d'avantages. Et le métier de commercial va pas disparaître du jour au lendemain. Quand on regarde un petit peu la façon dont évoluent les intelligences artificielles ou les travaux sur l'intelligence artificielle, on voit bien qu'on est très très loin de pouvoir remplacer l'humain. On peut remplacer certains process, on peut utiliser l'IA sur des process extrêmement précis, mais pas sur une vente, même une vente en B2C au téléphone, sur une vente à quelques euros. C'est pas encore du tout capable de faire ça. On voit bien d'ailleurs dans le service client, qui est un sujet que je connais bien chez Akio, les taux de satisfaction sur les chatbots sont très très faibles. En comparaison alors chatbot, pardon, c'est vous savez, ces robots qui répondent automatiquement à vos questions lorsque vous allez sur le site web et que vous posez des questions par chat. Vous avez un robot qui répond automatiquement. Le taux de satisfaction de ces processus, de ces procédés, sont encore très très bas, sont de l'ordre de 60%, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait qui est très faible au regard de ce qu'il est en moyenne sur les autres canaux, avec quelqu'un qui répond par exemple au téléphone ou qui répond par chat, où on est plutôt aux alentours de 90 à 95%. Muriel dit commerciaux, solution des métiers oui, mais évolution des métiers oui, mais restent les interlocuteurs clés de nos clients, surtout en B2B avec des cibles de clientèle qui ne sont pas forcément branchées digital. Mais c'est ça le rôle du commercial, mais que ce soit en B2B ou en B2C, c'est ce que tu disais à travers la notion de totem, qui est peut-être pas nécessairement très clair pour tout le monde, mais il a vraiment ce rôle d'accompagner le client ou d'être le guide du client dans son parcours d'achat, de l'orienter. Et pour moi, il y a vraiment cette notion du rôle de guide et sur des parcours qui, eux, deviennent de plus en plus peut-être balisés, structurés, de façon conjointe entre le marketing et les ventes, parce que pour moi, j'ai une conviction qu'on peut plus faire les plans marketing de son côté et les plans commerciaux de l'autre et les plans de com de l'autre, les plans d'action commerciale, et qu'il faut travailler sur les différents plans ensemble, et c'est tout l'objet de l'acquisition strategy design, et après intégrer chaque commercial dans son rôle de guide dans le parcours d'achat du client, et que ce travail se fait toujours en synergie entre les différentes équipes. Ouais, un totem, c'est un guide ou un organisateur d'une session, un peu comme toi là. T'es un totem, Gabriel, mais qui en plus, c'est ce que tu as d'ailleurs. Mais qui est en plus quelque chose qui est de l'ordre du charisme. Et donc en plus, comme toi. Donc il y a une forme de charisme qui invite les gens à parler, qui inspire les gens. C'est ça le principe du totem. Alors en l'occurrence, ça veut dire tout ça que du coup, on peut pas remplacer les commerciaux par des machines, on peut pas remplacer le marketing par des machines uniquement, on peut pas faire que du process. Donc l'humain reste dans le cœur des entreprises, d'où le fait que du coup les problèmes de management notamment et de communication entre les différents services soient extrêmement importants et restent très importants, et soient de plus en plus importants étant donné que la pression par les clients augmente, et du coup qu'il faut essayer de trouver des solutions pour mieux s'organiser par rapport à ça. Donc on ne peut pas uniquement mettre en place des process et de l'automatisation, bien que ce soit depuis le 19e siècle ce qu'on s'efforce de faire à tout bout de champ et de façon souvent un petit peu échevelée, pas pour le meilleur des mondes d'ailleurs, pas toujours pour le meilleur des mondes.
on essaie toujours d'automatiser, de robotiser, de mécaniser, d'optimiser de cette façon, alors que faut pas oublier que, in fine, il y a quand même et toujours, pour le moment, l'intelligence humaine qui est prépondérante dans les échanges et dans la communication. Alors, je suis pas. Pour moi, process veut pas dire complètement automatisation. Et là, c'est l'ingénieur que je suis qui parle. Tu le sais, je suis ingénieur généraliste et tout. Et pour moi, process veut dire déjà structuration, veut dire modélisation, veut dire compréhension, veut dire vision transversale. On part d'un point A pour aller à un point B. Et je trouve que typiquement, dans le métier du marketing, ça manquait cruellement de process. Et que c'était un métier qui était très souvent très artisanal avant le digital, avec des gens qui avaient des bonnes idées et qui n'étaient pas nécessairement derrière un écran, mais qui avaient ce côté un peu créatif. Et là, je rebondis sur la remarque de Philippe de Liège. Et tout ça pour dire que les choses étaient faites un peu de façon artisanale, parfois au doigt mouillé, parfois à l'intuition, comment attirer le client, comment le séduire, etc. Et que le digital, par ça, et le digital, et puis au-delà de tout ce qu'on a évolué aujourd'hui sur la compréhension des parcours clients, des processus, des parcours clients, pour moi, nécessite, et c'est l'objet de l'acquisition strategy design, la mise en place en regard de processus. Parce que c'est un parcours, on part d'un point assez éloigné qui est la méconnaissance d'un problème ou une situation neutre où le client n'a pas un besoin, et on l'amène jusqu'au moment où lui faire découvrir ce besoin et l'émergence du besoin et l'émergence du problème jusqu'à sa résolution et à l'achat chez toi. Donc c'est un parcours qui est assez long, et face à ce parcours, pour moi, il faut mettre en place un process. Et dans ce process, il doit y avoir de l'humain. Et il n'est pas complètement automatique. Et pour moi, pour que ce process soit bien géré, il peut pas être découpé dans l'organisation en différents responsables. Et tu peux pas avoir le directeur com au début du process qui crée la notoriété, le directeur marketing qui génère les leads. Je résume, c'est pas toujours le cas, et le directeur commercial à la fin qui fait les ventes. Alors, il y a un commentaire de... Vas-y, je t'interromps. Et si tu as cette organisation silotée sur le même process, personne n'est responsable de la réussite du process. Alors, moi, je dis pas qu'il faut jeter tous les process à la poubelle. On jette pas bébé avec l'eau du bain. C'est important de mettre en place des process. C'est sûr. En plus, on est de plus en plus sur du data marketing, donc forcément, les données, ça se processe. Mais il y a un commentaire de Stéphanie Morel qui est intéressant parce qu'il vient justement appuyer ce que j'allais dire, c'est que les process sont pas toujours mis en place d'une manière très très intelligente. Là en ce moment on est tous inondés, elle a raison, de ce process emailing qui consiste à envoyer, alors quasiment en tutoyant les gens, c'est salut, je m'appelle André, j'ai une super offre là qui devrait t'intéresser, regarde, il y a une super vidéo. 3 jours plus tard, tu n'as pas vu mon message précédent, c'est quand même dommage. Tiens, voilà une deuxième vidéo. 3 jours plus tard, etc., etc. Et ça continue comme ça. Au début, ça marchait bien. Maintenant, on a ça en particulier sur LinkedIn. Maintenant, il y a tellement de messages comme ça, tout le monde a fait le même process que ça, on en est complètement inondé, et on voit bien que c'est pas du tout quelque chose d'authentique, que c'est censé être. On tutoie les gens, on leur parle. Tu vois, c'est vraiment un commercial qui parle directement en one-to-one avec son interlocuteur. En fait, tout ça, c'est complètement automatisé. On le voit bien. C'est pas personnalisé. Je crois que Cyril Bladier, il y a quelques jours encore, se plaignait de recevoir un message qui lui est adressé pour lui vendre la même prestation que celle qu'il vend lui-même. Donc, enfin, tu vois bien, c'est pas personnalisé et le process devient n'importe quoi. Ouais, je pense qu'on n'utilise pas le même mot pour process, en fait. Pour moi, le process, c'est beaucoup plus vaste. Le process d'acquisition d'une entreprise, c'est décider de mettre en place une campagne de communication pour créer la notoriété sur un besoin, d'enchaîner par un certain nombre de contenus qui vont permettre aux gens qui ont été sensibilisés par la notoriété de découvrir et de creuser plus amont. C'est d'avoir des appâts qui permettent c'est tout ça le process. Et quand on regarde le process, c'est vraiment la vision d'ensemble, et c'est pas
seulement le microprocess du sales automation. Oh, je sais bien, mais je te donne un exemple très précis d'un microprocess qui marche pas, mais tu peux appliquer la même chose au grand process d'entreprise. Hein. Non, on est d'accord, mais Si c'est pas bien fait, donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez tous besoin de l'acquisition strategy design pour mettre en place des bons process. non, mais c'est ça. Et un process, après, il s'optimise, il s'améliore. Tu étudies ce qui marche pas. Est-ce que cette étape-là est franchie ou pas? Là où il y a des trous dans le process. Et c'est ce qu'on fait dans l'industrie, c'est ce que les ingénieurs font sur une chaîne de construction automobile qui peut être assez grande. Et il y a des endroits où ça marche et il y a des endroits où ça marche moins. Et le travail, et là on rejoint Goldblatt sur le but, c'est d'aller traiter au fur et à mesure. Moi, on m'avait formé sur la vision systémique des systèmes. C'est d'aller traiter là où il y a des problèmes pour enlever un goulot, et puis après, le fait qu'on enlève un goulot à un endroit, on crée un autre à un endroit, et on retraite au fur et à mesure. Et c'est cette vision-là qui, à mon avis, il faut mettre en place, qui est une vision process, mais macro-process, dans lequel il y a une grosse importance de la place de l'humain, en particulier, on l'a dit, tant en boutique, en magasin que en B2B. Donc il y a de l'humain qui participe et qui fait progresser les clients dans ce process-là, qui les amène à changer d'étape, etc. Mais pour que ce process marche, ma conviction, c'est qu'il faut le confier à une seule personne, à une seule direction, casser les silos entre le marketing, la com et les ventes, tuer les directeurs marketing, tuer les directeurs commerciaux, tuer les direcom et les remplacer par un seul directeur, le directeur acquisition. T'en penses quoi? Alors, là-dessus, tu sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Pas loin d'être d'accord, mais pas tout à fait. Là où on est d'accord, c'est que je pense comme toi qu'il faut une personne qui pilote l'opérationnel. C'est-à-dire que il faut que cette démarche d'aller vers les clients et de s'orienter vers les clients soit incarnée. Si on parle d'organisation hein, dans ce webinaire, donc si on prend les modèles d'organisation classiques, c'est un modèle d'organisation qui serait plutôt sous forme cellulaire, c'est-à-dire que tu as une star quelque part, hein, un champion de, moi j'appelle ça de l'expérience client, toi tu appelles ça de l'acquisition parce que c'est pas la même chose. Hein. Toi, ce qui t'intéresse d'abord et avant tout, c'est l'acquisition, c'est cette partie new business. Mais donc tu dis, il y a une star, elle incarne, c'est le directeur du marketing d'acquisition, et cette personne, autour d'elle, elle a un état-major, elle a une garde rapprochée, et puis ensuite, elle va créer des process, une gestion par process. Moi, ça, je comprends très bien, et je suis d'accord avec ça, sauf que je le rentre d'un cran. Pour moi, l'incarnation, elle est encore au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est bien de désiloter l'acquisition, mais c'est encore mieux de désiloter toute l'expérience, que ce soit sur la partie achat ou sur la partie utilisation après-vente. Et dans mon métier de la relation client, on parle du fait d'avoir un parcours qui soit sans couture. C'est vraiment le truc qu'il faut arriver à obtenir hein, si tu veux que ta relation soit bonne avec ton interlocuteur. Il faut que ce soit sans couture. Et donc, tu peux pas avoir un parcours d'achat typiquement sur un site web. Tu veux acheter un voyage, tu as une certaine façon de présenter les choses, tu as certains messages, etc. Et puis, une fois que tu as commandé ton truc, tu fais ton voyage. Bon, tu me diras en ce moment, les voyages, c'est pas ça, mais disons en temps normal, tu fais ton voyage et tu t'aperçois que ça n'a rien à voir parce que c'est une autre équipe qui s'en est occupée, c'est plus les mêmes messages, c'est presque plus les mêmes contenus, etc. Donc, il faut que tu aies une personne qui gère l'intégralité de tout ça et qui pilote tout ça. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, tu puisses avoir, parce que c'est vrai que c'est des métiers assez différents, un monde acquisition et un univers beaucoup plus fidélisation, mais il faut que tu aies une personne qui pilote et qui chapeaute l'ensemble. Et qui va être... on a eu cette discussion, donc on sait qu'on a un terrain d'entente. Hein. Après, qui est cette personne, c'est le sujet. Bon, là où on avait notre discussion, c'était que de mon point de vue, autant organiser une forme de rivalité entre le marketing et les ventes, c'est complètement absurde, parce que ces deux mêmes directions doivent avoir le même objectif, à savoir faire plus de ventes. Et donc, pour moi, il faut désiloter tout ça pour qu'ensemble, des profils, on va dire, plus orientés long terme, marketing, et des profils plus commerciaux en contact avec les clients doivent travailler ensemble pour faire plus de ventes. Et ça, donc, les réunir dans une direction de l'acquisition. Autant, mon point de vue, c'est que
antagonie ou une forme de compétition entre l'acquisition et la fidélisation est pas complètement malsaine, parce que on a des objectifs qui sont quand même distincts. Vendre, c'est aussi un peu faire mal. À un moment, faut faire sortir le portefeuille du client, faut le convaincre de signer. Et il y a une dimension un peu rapport de force en tension sur le prix, sur la qualité de service, sur un certain nombre d'engagements. Donc il y a une forme de friction naturelle. Là où la partie fidélisation, on est beaucoup plus dans la satisfaction, l'entente, et que c'est parce qu'il y a cette satisfaction que ça fonctionne. Et pour moi, il faut de fait que le fait qu'il y ait des équipes disjointes et qu'il y ait un arbitrage au-dessus, alors dans un directeur de l'expérience client ou dans le directeur de la boîte, etc., le fait qu'il y ait une direction au-dessus va faire des arbitrages, mais pour que ces arbitrages puissent être faits, il faut qu'il y ait l'antagonisme qui fasse remonter les arbitrages. Et on a eu ensemble dans nos discussions un exemple assez fréquent dans le monde de l'informatique, du logiciel, du projet. C'est un client qui demande un projet qui soit capable d'être livré à une date A, et que le commercial il dit oui, ça va être possible à A, alors que les équipes projet savent très bien que il y aura du retard. Mais le commercial il dit oui parce qu'il sait que s'il dit pas oui, il va perdre sa vente. Et à un moment donné, il y a donc un choix à faire par quelqu'un au-dessus du commercial et au-dessus des équipes projet qui doit dire est-ce qu'on dit la vérité et on aura du retard et on perd la vente, ou est-ce qu'on accepte de mentir un peu et donc après de gérer une forme d'insatisfaction a posteriori pour remporter la vente. Et on voit bien qu'il faut qu'il y ait cette tension-là pour que le problème émerge et qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Moi, je dis que dans ce cas-là, tu te mets dans une position compliquée vis-à-vis de ton client. Il vient d'arriver, à peine tu as démarré, et tout de suite, la première expérience qu'il a, elle est super négative. Mais à l'inverse, pas de client. Comment ? Si tu le fais pas, t'as pas de client. Oui, alors il y a d'autres solutions, hein. Tu sais, tu peux recruter davantage, tu peux mettre plus de moyens, tu peux avoir prévu et anticipé. C'est ça la gestion d'une entreprise, hein. Simplement, il faut savoir anticiper. C'est pour ça que j'ai vu un commentaire disant il faut que ce soit le patron qui pilote tout ça. Je suis pas d'accord. Le patron, il a d'autres objectifs, il a d'autres missions. L'expérience client, c'est un métier et ça demande une culture particulière, un état d'esprit très particulier. Pourquoi ? Parce que, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'expérience client, c'est une évolution des besoins sociétaux de la société, des besoins des personnes, des publics. Et cette évolution, il faut la comprendre, il faut la ressentir, il faut en être complètement imprégné. Tant qu'on n'est pas imprégné, on peut pas savoir ce que c'est, on peut pas faire évoluer l'entreprise. C'est super compliqué de changer une organisation, hein. Vous avez des personnes, hein, c'est des êtres humains. Vous allez changer de mission, vous allez changer de rôle, vous allez changer même de contrat juridique, de contrat de société. Donc c'est très compliqué, hein, d'objectifs, etc. Vous allez changer leurs équipes, les équipes avec qui ils travaillent. Vous allez leur dire de bosser autrement, etc. Donc changer ça, c'est très dur. Et pour pouvoir le faire, il faut quelqu'un qui soit extrêmement légitime sur les raisons pour lesquelles il le fait. Donc ça peut pas être le patron. Et je sais plus ce que je disais, du coup. Alors, c'est pas grave. Je vais commenter un peu le résultat du sondage. Pensez que Jérémy nous a mis en place. Pensez-vous qu'il faille tuer les directions par silo ? On a 60% de oui et 40% de non. Ça m'intéresse un peu dans le chat que les non s'expriment. Pourquoi nous ? Enfin, moi, je défends beaucoup il faut casser les silos. On est plus ou moins d'accord là-dessus. Alors avec cette question d'expérience client au-dessus ou pas et comment on la place. Tous ceux qui ont répondu non, si vous avez la capacité à mettre dans le chat pourquoi vous n'êtes pas d'accord ou si même vous voulez prendre la parole, il suffit de mettre la petite main pour dire je parle. Je te repasse la parole. Oui, donc moi je disais, il faut, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le fait que on ait un service global qui gère toute la partie opérationnelle. Donc ça inclut la com, communiquer auprès de tous les publics, le marketing, communiquer de façon ciblée sur des cibles précises, et puis étudier le marché, etc. Ce que tu as montré. Les ventes, et dans les ventes, il y a plein de ventes différentes, les ventes directes, les ventes indirectes, les ventes B2B, B2C, etc.
et la relation client, c'est-à-dire le service client, le suivi client après la vente. Tout ça piloté par une seule personne. Moi, je vous propose une organisation encore un peu plus folle que celle que tu présentes toi. Moi, je veux pas tuer les gens, hein. Surtout en ce moment, là, c'est pas le moment. Mais je propose un truc un peu différent. Moi, je parlais pas de tuer les gens, hein. Je parlais bien sûr de tuer les fonctions, mais on garde les gens. Mais la fonction pour moi, directeur marketing, directeur commercial, avec cette vision très métier, me semble pas pertinente. Pour moi, c'est le process qui compte et donc l'objectif de signer des nouveaux clients, de conserver les clients, etc. Et il faut donner au patron des objectifs et qu'il y ait un seul patron par famille d'objectifs. En fait. Donc, j'ai envie de proposer une organisation que j'ai pas vue ailleurs, donc peut-être qu'elle existe déjà et que j'ai été influencé. J'en suis désolé auprès de l'auteur si ça a déjà été vu fait ailleurs, mais a priori je l'ai pas vue ailleurs et peut-être vous allez la trouver folle. L'organisation est la suivante. Elle part d'abord du constat que l'expérience client c'est la chose la plus importante pour l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on voit bien que quand un client se plaint sur Internet, la valeur de l'entreprise baisse tout de suite. Donc, il faut absolument travailler ça. C'est la priorité des entreprises, encore plus aujourd'hui avec le corona. Donc, il faut une personne qui incarne ça et il faut derrière une organisation qui aille vers la meilleure expérience client possible. Évidemment, au coût le plus bas possible, mais la meilleure expérience, c'est le plus important, plus encore que le coût. Le coût, on verra après. Et donc, l'expérience client, du coup, si c'est ça vraiment le driver de l'entreprise, pourquoi ne pas organiser les aspects opérationnels complètement comme ça ? C'est-à-dire que on va définir non pas deux segments ou deux départements acquisition fidélisation, mais un département pour tous les clients qui ont un niveau de satisfaction 0, c'est-à-dire qu'ils en fait ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne sont pas clients, c'est des prospects. Donc ça, on pourrait dire en gros c'est la partie acquisition. Et pour ces gens-là, il faut beaucoup de communication parce qu'il faut qu'ils connaissent l'offre, beaucoup de marketing et peut-être un commercial. Donc ça, dans ce département, il y aurait surtout de la com et du marketing. Ensuite, il y a des départements en fonction du niveau de satisfaction, puisqu'on vise l'expérience client. On ne va pas travailler de la même façon des gens qui sont très très contents, moyennement contents ou pas du tout contents. Les très très contents, on va en faire des champions. Donc on va les accompagner vers beaucoup de consultants avec eux. Il va y avoir, on va les faire travailler en marketing avec nous. On va les accompagner en conférence, par exemple. On va les accompagner, par exemple, en les faisant témoigner, faisant des témoignages clients. On sait que c'est très important. Ceux qui sont moyennement contents, on va les travailler davantage au corps pour savoir pourquoi ils sont pas absolument contents. Il faut d'autres ressources, peut-être plus des ressources de type support, relations clients, consulting, etc. Et puis ceux qui sont pas du tout contents, il va peut-être falloir des gens qui sont des vrais spécialistes de la relation client, qui savent gérer des situations difficiles, qui savent gérer des clients difficiles. Et du coup, à chaque fois, on a des équipes un petit peu différentes avec des personnes différentes, des compétences différentes. Des process différents. Comment ? Des process différents. Des process différents, absolument. Chacun définit ses process, chacun définit ses objectifs, et l'objectif in fine, c'est que tous les clients, in fine, enfin toutes les entreprises cibles se retrouvent dans la case. Tout le monde est extrêmement content. Ouais, après, il faut pas. Il y a une vision très idéaliste dans ce que tu dis. Moi, il faut aussi accepter de dire à certains clients que c'est pas les bons. Pourquoi pas ? Et il faut savoir le dire au moment du commercial. Tu parlais du fait que tu priorisez les leads. Moi, j'incite mes équipes commerciales à faire de l'écrémage parmi les leads. On en a beaucoup et ils sont pas tous pertinents par rapport à notre organisation, par rapport à nos prix, etc. Et que de fait, il y a une forme d'écrémage à faire. Et parmi les clients, c'est la même chose. Dans les clients pas contents, il y a des clients qui seront toujours pas contents. Et ceux-là, ça sert à rien d'essayer de se battre pour les garder. Ouais, il faut peut-être aussi accepter que c'était pas les bons. Et que sous réserve d'avoir fait un peu ton make-up quand même. C'est-à-dire que faut introduire beaucoup d'humilité dans ce métier, et puis en particulier de la remise en question. Si le client n'est pas content, d'abord c'est de ta faute. C'est de ta faute en tant qu'entreprise. Après, il se peut que finalement il ne soit pas content parce qu'il y a un trop gros décalage entre ses objectifs et sa vision des choses et la tienne. Auquel cas, d'accord. Mais il faut d'abord bien se poser la question. S'il n'est pas content, c'est que quelque part j'ai fait une erreur. Ouais, de signer avec lui, entre autres. Par exemple, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que j'ai fait une erreur parce que j'ai pas fait évoluer mon produit de la façon dont il faudrait. Je pourrais essayer de corriger la situation. Tu es toujours responsable de l'insatisfaction du client.
D'une façon ou d'une autre, ouais. Mais cette responsabilité peut passer par le fait de dire, c'est pas nécessairement mon client et mon client idéal. Et je pense que ça, c'est un enjeu hyper important dans la rentabilité des entreprises, c'est de savoir choisir ses clients et de pas se battre pour tous les clients. Oui, il y a une association qui, pour ceux que le sujet intéresse, qui s'appelle La Marque, que je vous recommande pour la qualité extraordinaire de ses contenus. Alors c'est l'association Amarc, A-M-A-R-C. C'est une association qui traite des réclamations en fait, réclamations service client. Et donc son slogan est bien trouvé, c'est transformer le pépin en pépite. C'est les gens qui sont pas contents. C'est comme l'écrivait quelqu'un, Eric, je crois, dans le flux. Dans le flux du chat, c'est une source extraordinaire d'opportunités de vente. Alors, on a un retour de Patrice que je trouve très intéressant par rapport à ta proposition où tu parlais de niveau 0 pour un prospect en disant qu'ils te connaissent pas, mais il dit avec justesse qu'il y a que chaque prospect n'a pas le même niveau. Il y a des prospects qui te connaissent déjà et il y a des prospects qui ont des attentes vis-à-vis de toi. Il y en a qui ne te connaissent pas du tout. Il y en a, et c'est le cas, dans la salle, il y a plein de prospects qui sont pas des clients et on a déjà une relation ensemble, chers amis, et qui est une relation de satisfaction qui s'établit même avant que ce soit un client. Alors, je connais pas ce Patrice, mais je suis sûr que c'est un très très bon spécialiste des émotions et de la psychologie des gens. En fait, je connais très bien Patrice et il a parfaitement raison. Donc, il y aurait un niveau. C'est marrant parce que on tombe presque dans la psychologie ou même dans la psychanalyse. Il y a un niveau caché, un niveau 0 caché. Et ce niveau 0 caché, il faut savoir aussi le traiter. D'ailleurs, quand on parle d'expérience client, la première des choses, le premier des travaux à faire quand on démarre dans ce métier, c'est de s'interroger sur les motivations profondes de nos interlocuteurs, de nos publics, et en particulier des motivations qui ne sont pas connues, y compris éventuellement d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une entreprise, forcément, elle connaît très bien son marché, elle connaît très bien ce qui intéresse les clients, ce qui les intéresse pas, en termes de prix, en termes de fonctionnalité, etc. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est quand la personne se lève le matin, qu'est-ce qui la fait vibrer, qu'est-ce qu'elle craint, qui la préoccupe réellement. Et ça, elle ne le sait pas souvent, ou pas bien. Et donc ça, c'est vraiment un travail de fond à faire. Et d'ailleurs, Patrice est un bon spécialiste du sujet. Il pourra, pour tous ceux que ça intéresse, les aider. Le président de la SOS travaille à l'UCPA, Thomas. D'accord. C'est marrant les jonctions. Que celui qui achète une voiture simplement pour se déplacer, ce que disait Patrice. Lucie, effectivement, c'est l'un des objets de l'acquisition strategy design qui permet, quand on analyse bien le processus d'achat, le parcours d'achat du client, d'aller parfois et assez souvent se dire je réduis ma cible pour m'adresser à des clients qui ont déjà fait tout seul une partie du parcours d'achat, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en marketing. Vous le verrez peut-être dans la vidéo de conclusion que je vais présenter avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as encore dans les 5 minutes qui nous restent des éléments qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer? Oui, en fait, on a beaucoup parlé, évidemment, c'est normal, puisque on parle de marketing, on parle de vente. On a beaucoup évoqué ces deux sujets. D'ailleurs, soit dit en passant, on parle de désiloter, on s'aperçoit qu'on continue de parler de marketing et de vente, c'est normal. C'est difficile d'échapper à sa culture. Ceci étant, il y a un autre sujet qu'il faut intégrer là-dedans, de plus en plus dans la façon d'envisager ces métiers, et en particulier les process dont tu parlais, c'est l'analyse. Et en particulier l'analyse de tout ce qui se passe entre la marque et le client. Alors, il y a déjà une partie de cette analyse qui est en grande partie faite. Hein. Le marketing analytics se développe très fortement et il y a de plus en plus de budget sur le sujet. Là aussi, Gartner ou Forrester en parle. Je crois que même que c'est le sujet sur lequel il y a de plus en plus d'augmentation des budgets ces dernières années. Donc, il y a beaucoup d'analyses de ce qui se passe, l'analyse de la data, etc. En particulier sur les réseaux sociaux, en particulier dans la lecture des chiffres d'affaires réalisés auprès de tel et tel client, en particulier. Bon, mais il y a
une analyse qu'il faut de plus en plus mener. Là, je vais parler pour ma paroisse. C'est l'analyse qui est faite auprès des services clients dans les échanges au niveau du centre de contact entre le client final et la marque. Pourquoi? Parce que c'est un moment extraordinaire où le client va échanger librement, tout en sachant qu'il est enregistré, parce que c'est toujours précédé. Il est enregistré et il échange complètement librement avec la marque en lui disant voilà mon problème. Ça, par rapport à l'analyse de pure donnée, qui est de la data chiffrée, qui a une valeur, certes, mais qui est une valeur purement quantitative et pas tellement qualitative, ou de l'analyse de type étude de marché, où on fait parler les gens, donc là c'est qualitatif, mais c'est un moment précis, et c'est du déclaratif, c'est-à-dire que ce que vous pensez à un moment, c'est pas forcément ce que vous allez penser au moment où vous vivez l'expérience, c'est très, en termes de qualité, c'est très nettement supérieur. Donc il y a une mine d'or d'informations dans les centres de contact, qui est aujourd'hui très peu exploité par le marketing et la vente. Et je pense que quand on parle de décloisonnement et d'organisation, on devrait établir un pont de process avec ces informations qui sont extrêmement utiles. Dans les centres de contact, les commerciaux pourraient apprendre que en ce moment, les sièges proposés dans tel avion sont trop petits. Que telle offre de produits de couleur verte ne satisfait plus parce que le vert n'est plus à la mode, etc. Et ils vont apprendre comme ça des choses que les études, la connaissance qu'ils ont du marché du fait de leurs propres interactions ne suffirait pas à leur donner parce que en volume insuffisante et ou en qualité insuffisante également. Ok, bah ça boucle la boucle avec le data marketing d'une certaine façon, ou les études, et d'aller chercher de plus en plus de données un peu partout. Et c'est vrai que la donnée est quand même au cœur de la compréhension de l'expérience client et de la capacité à justement voir les parcours, voir où les clients se trouvent. On aurait pu discuter de tout ça quand même beaucoup plus longtemps. Ça va être en partie l'objet de notre journée Acquisition Strategy Design la semaine prochaine, donc le 13 novembre, c'est la sortie du livre, et pendant 4 tables rondes où on te retrouvera à la première Philippe, mais on retrouvera Philippe de Liège aussi qui s'est exprimé, Patrice Lobignin, et puis quasiment je crois que sur les 20 contributeurs du livre, sur les 22 contributeurs, il y en a une 18 ou 20 qui s'expriment la semaine prochaine, donc ça va être hyper riche. Donc je vous invite à participer à cette journée de webinaire. Vous pouvez venir à l'une ou l'autre des tables rondes selon votre emploi du temps. Bien sûr que ça peut être compliqué de se dégager. Vous avez le lien que Jérémy vient de mettre, et pour conclure notre session, j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, Philippe, je te remercie et je vous passe notre autre vidéo qui présente la méthode Acquisition Strategy Design. On en parlera en long et en large la semaine prochaine. Juste les 4 tables rondes. La première, c'est sur la méthode en elle-même, la compréhension des clients, la formalisation des parcours d'achat et toutes les actions qu'on peut mettre en place pour construire ce processus d'acquisition. Et puis après, on a 3 grandes tables rondes autour de la cartographie de l'acquisition que vous avez eue en introduction, avec dans un premier temps la com, puis le marketing, puis les ventes, et puis on décilotera tout ça bien sûr comme on l'a fait aujourd'hui. Je lance la vidéo et puis je vous souhaite une super semaine, et je serai ravi qu'on se retrouve tous la semaine prochaine pour lancer tous ensemble ce livre dont je suis et dont on est tous super fiers. À très vite, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'Acquisition Strategy Design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode Acquisition Strategy Design Plan Marketing Nouvelle Génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée,
les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner. À tous, merci. À la semaine prochaine. Salut Philippe, à la semaine prochaine toi aussi. Merci beaucoup.